3 semaines avant une réunion sous tension, tout bascule à Gando, sur une route poussiéreuse, à près de 200 km de Ouagadougou. Ibrahim Traoré s'arrête devant des murs nus, des tiges rouillées et des tas de sable abandonnés pendant que le village murmure et pleure. Puis un rapport parle de 47 millions de francs CFA alloués, 35 millions versés, seulement 12 millions pour matériaux et main-d'œuvre et des virements de 8 millions, 5 millions, 4,2 millions vers des comptes liés au ministre. Si c'était votre enfant, que voudriez-vous qu'on fasse ? Demande Ibrahim Traoré. Et la salle comprend soudain que la corruption n'est plus un mot. Ce récit promet de montrer comment une scène apparemment locale devient un test national en reliant des décisions administratives à des conséquences humaines immédiates sans ajouter de faits extérieurs aux matériaux fournis. Pour le lecteur, l'enjeu est clair en quelques mots, comprendre comment une décision ferme peut redéfinir la responsabilité publique. À partir de la visite de terrain jusqu'à la confrontation en Conseil des ministres, l'histoire suit un fil précis, comment une enquête démarre et sinon, comment elle est freinée et comment elle se transforme en moment de vérité. Ce qui est en jeu dépasse un ministre et un chantier. Il s'agit de savoir si un système habitué aux arrangements peut résister à une exigence de justice directe. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une icône abstraite, mais comme un acteur placé devant un choix simple et coûteux, observé par ses pairs, par l'administration et par les citoyens ordinaires. Chaque moment éclaire un risque. La peur de l'instabilité, la tentation du compromis discret et le prix politique d'une confrontation publique. L'enjeu est donc double, expliquer les mécanismes concrets de cette affaire et mesurer ce qu'il change réellement pour ceux qui n'ont ni accès au dossier, ni voix dans les réunions. En moins de 3 semaines, un projet évalué à 47 millions de francs CFA passe d'une promesse sanitaire à un symbole d'échec alors que 35 millions ont été décaissés sans résultat visible sur le terrain. Cet changement décisif rapide entre les montants annoncés et l'état réel du chantier devient le point de départ d'une enquête qui remonte progressivement vers le centre du pouvoir. Pour comprendre ce moment, il faut revenir à la scène initiale à Gando. Le bâtiment inachevé n'est pas présenté comme une anomalie isolée, mais comme un élément familier du paysage rural accepté par habitude et par résignation. Les villageois savent depuis 2 ans que les travaux ont cessé après quelques mois sans explication claire. Ils savent aussi que l'hôpital le plus proche est éloigné et coûteux, ce qui transforme chaque maladie grave en risque vital. Lorsque Ibrahim Traoré interroge les habitants, les réponses convergent. Les promesses ont été faites, les machines sont venues, puis tout s'est arrêté. Ce contraste entre le discours officiel et la réalité vécue crée une première fissure. Elle ne repose pas sur des soupçons vagues, mais sur un décalage observable entre ce qui devait exister et ce qui existe réellement. Le contexte administratif éclaire ensuite cette fissure. Le projet avait suivi une chaîne classique. Allocation budgétaire, versement progressif, validation successive. Sur le papier, tout semble conforme. Pourtant, l'absence de résultats tangibles oblige à poser une question simple. À quel moment l'argent a cessé de servir l'objectif initial ? C'est là que la démarche change d'échelle. L'enquête demandée ne se limite pas à vérifier un retard, mais cherche à tracer les flux financiers. Elle relie le chantier abandonné à des documents, puis à des signatures, et enfin à des bénéficiaires indirects. Le problème n'est plus seulement un hôpital inachevé, mais un mécanisme où la distance entre décision et conséquences humaines est devenue trop confortable. Cet élément décisif prépare la suite. Si l'argent a bien été versé et si le résultat est absent, alors la responsabilité ne peut plus rester diffuse. Elle se rapproche inexorablement de ceux qui valident, contrôlent et profitent du système. La scène de Gando introduit des figures qui servent de guide au récit et donnent une mesure immédiate de l'impact. Mariama, une femme âgée du village, ne parle ni en chiffres ni en slogans. Elle désigne simplement un bâtiment inachevé et rappelle ce qui avait été promis il y a 2 ans sans jamais revenir. Son témoignage transforme un dossier abstrait en expérience vécue, compréhensible sans intermédiaire. À ses côtés, l'homme tenant sa fille malade incarne l'urgence concrète. L'absence d'infrastructures médicale n'est pas décrite comme un manque statistique, mais comme une succession de décisions impossibles,
parcourir des kilomètres sans moyens, attendre, espérer ou renoncer. Cette situation crée un contraste brutal entre le temps administratif, lent et flexible, et le temps humain, court et irréversible. Ibrahim Traoré n'est pas présenté ici comme un observateur distant. Il écoute, pose des questions simples et regarde les conséquences directes de ce qui a été validé sur le papier. Ce moment n'apporte pas encore de réponse politique, mais il fixe un seuil moral. À partir de là, le problème ne peut plus être réduit à un retard technique ou à une erreur de coordination. L'impact précoce se mesure aussi dans les réactions autour. Les villageois ne réclament pas une faveur, mais l'exécution d'une promesse. Leur attente est modeste et radicale à la fois, que l'État fasse ce qu'il a annoncé. Cette attente silencieuse exerce une pression différente de celle des rapports ou des réunions. En quelques échanges, le récit établit un point de non-retour. Ce qui est vu et entendu à Gando rend toute justification future beaucoup plus coûteuse. Le problème cesse d'être lointain et la responsabilité devient personnelle. Avant la visite à Gando, le projet suit un parcours administratif banal, des lignes budgétaires sont validées, des décaissements sont autorisés et les signatures s'accumulent sans bruit. Sur le papier, l'hôpital existe déjà presque. Après la visite, le même enchaînement d'actes prend une autre signification parce qu'il est désormais confronté à ce qui manque sur le terrain. Tout commence par une instruction claire, un audit complet du projet. Cette demande n'a rien d'exceptionnel en apparence, mais elle rompt une routine implicite. Elle exige non seulement des chiffres globaux, mais des détails précis. Qui a reçu quoi ? Quand et pour quelle phase du chantier. Ce passage du général au spécifique transforme un retard toléré en anomalie, a expliqué. La tension monte lorsque les premières informations circulent. Dans les couloirs du gouvernement, la nouvelle de l'enquête se répand rapidement, les appels se multiplient, les réunions informelles se tiennent tard le soir, et chacun cherche à comprendre jusqu'où la vérification ira. Le système, habitué à absorber des écarts mineurs, perçoit cette fois un risque plus sérieux. Le moment décisif se situe dans la préparation de la défense. Le ministre concerné adopte une stratégie connue, déplacer la responsabilité vers l'entrepreneur, puis vers des agents subalternes. Des dossiers sont préparés, des récits alternatifs sont rédigés, et l'on parie sur la fatigue politique et le temps. Cette phase illustre un mécanisme récurrent, reconnaître un problème tout en évitant qu'il atteigne le sommet décisionnel. Le basculement apparaît lors de la réunion du cabinet. L'espace formel, ordinairement ritualisé, devient le théâtre d'une confrontation directe. Ibrahim Traoré n'entre pas dans un échange technique prolongé, il présente des éléments précis, relie des montants à des comptes et réduit la marge d'interprétation. Chaque chiffre évoqué resserre l'étau car il correspond à une décision signée et à une conséquence mesurable. Les répliques prévues perdent alors leur efficacité. Les justifications administratives apparaissent décalées face à des transferts identifiés et à des liens familiaux exposés. Le moment ne repose plus sur l'éloquence, mais sur la cohérence entre actes et responsabilité. La dynamique s'inverse. Ce n'est plus l'enquête qui doit prouver son sérieux, mais la défense qui doit expliquer des incohérences devenues visibles. Les conséquences immédiates apparaissent. La révocation du ministre marque la fin de la séquence formelle, mais ouvre une phase plus large. Dans les jours suivants, d'autres responsables réévaluent leur position, certains choisissent de partir discrètement et des enquêtes parallèles sont lancées. L'événement ne se limite plus à un dossier, il agit comme un signal envoyé à l'ensemble de l'appareil. Ainsi, le fil des événements dessine un enchaînement clair d'une normalité administrative à une confrontation publique, puis à une série d'ajustements rapides. Ce passage accéléré montre comment une situation longtemps figée peut basculer lorsque chaque moment est relié à ses conséquences réelles, sans écran protecteur. Au départ, le cadre est simple, 47 millions de francs CFA alloués pour un hôpital rural, puis un écart progressif entre ce budget initial et ce qui apparaît réellement sur le terrain. Après les vérifications, cet écart devient mesurable. 35 millions ont été versés à l'entrepreneur, mais seule une fraction a servi aux matériaux et à la main-d'œuvre, tandis que le reste a suivi des chemins détournés.
journée. Cette comparaison entre le point de départ et l'état final constitue le cœur de la preuve. Le budget n'a pas disparu d'un coup, il a été libéré par phase, validé à chaque fois par des signatures officielles. Sur le papier, chaque tranche correspondait à une avancée supposée des travaux. Sur le terrain, ces avancées ne se matérialisent pas. L'écart entre ce qui est certifié et ce qui est visible devient alors l'indicateur central. Les enquêteurs retracent ensuite les flux financiers. Une partie des fonds est clairement identifiée comme ayant été utilisée pour les premières phases du chantier. Mais une autre part est redirigée vers des sociétés écrans, puis vers des comptes privés liés à l'entourage du ministre. Ce cheminement n'est pas présenté comme une hypothèse, mais comme une succession de transactions documentées, chacune reliant une décision administrative à un bénéficiaire précis. Ce basculement vers des preuves chiffrées change la nature du débat. Il ne s'agit plus de discuter d'intentions ou de priorités politiques, mais de confronter des montants à des résultats concrets. Un mur non construit, un équipement jamais livré, deviennent l'équivalent visuel de chiffres qui ne remplissent pas leur fonction initiale. Pour Ibrahim Traoré, cette phase est décisive car elle transforme une indignation morale en dossier opposable. Les chiffres ne parlent pas seuls, mais ils obligent à une réponse. Ils réduisent l'espace de négociation car chaque somme évoquée renvoie à un acte précis et à une responsabilité identifiable. La force de ces preuves tient aussi à leur lisibilité. Elles ne nécessitent pas une expertise technique complexe pour être comprises. La logique est accessible. Un montant annoncé, un montant versé, un résultat absent. Cette clarté empêche la dilution habituelle dans des explications longues ou des renvois à des procédures internes. Enfin, l'usage limité des données renforce leur impact. Plutôt que d'accumuler des tableaux, l'enquête se concentre sur quelques points clés suffisants pour démontrer le schéma général. Cette sobriété évite la saturation et rend chaque chiffre plus lourd de sens. À ce stade, la question n'est plus de savoir si un problème existe, mais jusqu'où il remonte et qui acceptera d'en assumer les conséquences. Un premier argument opposé affirme que la confrontation publique comporte un risque institutionnel. Selon cette lecture, exposer un ministre en exercice fragilise la cohésion gouvernementale, nourrit l'incertitude et peut ralentir l'action administrative. Les défenseurs de cette position soutiennent qu'un traitement discret par des mécanismes internes préserverait la stabilité tout en corrigeant les dérives. Ils ajoutent que la publicité d'un tel dossier peut décourager des cadres compétents, craignant d'être associés à un climat de suspicion permanente. Un second argument avance que les retards et les détournements relèvent surtout de dysfonctionnements structurels. Dans cette optique, la chaîne de responsabilité est trop longue pour être ramenée à une seule personne. L'entrepreneur, les services de contrôle et les niveaux intermédiaires seraient autant de maillons susceptibles de défaillance. Sanctionner au sommet risquerait alors de masquer les causes profondes sans réformer les procédures qui permettent ces écarts. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent que gouverner implique de gérer des équilibres et que la personnalisation excessive peut simplifier à l'excès des problèmes complexes. Toutefois, la réponse apportée dans ce cas s'appuie sur des éléments concrets qui en limitent la portée. D'abord, la stabilité invoquée repose ici sur l'acceptation tacite d'un écart massif entre décision et résultat. Les preuves financières établissent un lien direct entre des signatures, des transferts identifiés et des bénéficiaires précis. Dans ce cadre, l'argument du dysfonctionnement diffus perd de sa force, car la responsabilité ne se dissout pas dans la complexité administrative. Ensuite, la publicité n'est pas utilisée comme un substitut à l'enquête, mais comme son prolongement. Les procédures internes ont été engagées, documentées, puis rendues visibles une fois les faits établis. Cette séquence réduit le risque d'arbitraire et montre que l'exposition intervient après, non avant, la vérification. Enfin, la décision crée un précédent clair. En reliant publiquement des montants à des conséquences humaines, Ibrahim Traoré ne nie pas les failles structurelles, mais envoie un signal. Aucune réforme procédurale n'est crédible si la responsabilité individuelle reste hors d'atteinte. La question change tout. Ce moment marque un déplacement net du centre de gravité du récit. Jusqu'ici, l'affaire pouvait encore être lue comme une enquête administrative renforcée par une décision politique ferme. Avec cette question posée publiquement, l'enjeu se déplace vers le terrain moral, là où les justifications techniques
perdent leur protection. Ibrahim Traoré ne demande pas un détail comptable supplémentaire, il oblige chacun à se projeter dans une situation personnelle, irréductible à un tableau ou à une procédure. Cette bascule est stratégique. Elle transforme une défense collective, appuyée sur la dilution des responsabilités, en une épreuve individuelle. Chaque acteur présent comprend que la logique habituelle ne suffit plus. Il ne s'agit plus de savoir si un règlement a été respecté, mais si une décision serait encore acceptable lorsqu'elle est appliquée à sa propre famille. L'effet est immédiat sur la dynamique de la salle. Le silence qui suit n'est pas celui de l'attente, mais celui de l'impossibilité de répondre sans se contredire. Toute tentative de relativisation apparaît alors comme une esquive. La question agit comme un révélateur, car elle ne laisse aucune place à une réponse neutre. À partir de ce point, l'issue devient plus prévisible. Les faits ont été établis, mais c'est cette interpellation qui verrouille le sens de l'affaire. Elle relie définitivement les chiffres aux vies concernées et prépare le terrain pour les conséquences concrètes qui vont suivre. Les effets de cette décision se déploient rapidement et touchent de plusieurs cercles distincts, chacun révélant une facette différente de l'impact réel. Pour l'administration publique, la conséquence immédiate est un changement de comportement. Des responsables qui considéraient auparavant certains écarts comme gérables réévaluent leur marge de manœuvre. La révocation et les enquêtes ouvertes rappellent que les signatures engagent non seulement juridiquement, mais politiquement. Les procédures ne sont plus perçues comme un step run, comme un écran protecteur, mais comme une trace durable. Du côté des acteurs économiques, le signal est tout aussi clair. Les entrepreneurs travaillant avec l'État comprennent que les décaissements ne suffisent plus à sécuriser une relation. Les livrables et les preuves d'avancement deviennent centraux. Cette évolution modifie l'équilibre des incitations. Terminer un projet et en démontrer l'utilité devient aussi important que l'obtenir à moyen terme. Cela réduit l'avantage de ceux qui misaient sur l'opacité ou la complaisance administrative. Pour les habitants concernés, Kéamois, l'effet est plus tangible encore. À Gando, la reprise et l'achèvement du chantier transforment une promesse abstraite en infrastructure réelle. L'hôpital terminé ne représente pas seulement un service de santé supplémentaire, mais une restauration de confiance. Les villageois voient pour la première fois une chaîne complète, plainte exprimée, enquête menée, décision prise, résultat livré. Cette continuité est rare et marque les esprits. Au niveau sociétal plus large, l'affaire agit comme un récit de référence. Elle circule, est racontée, commentée et devient un point de comparaison pour d'autres situations similaires. Les citoyens disposent désormais d'un exemple concret lorsqu'ils évoquent la responsabilité publique. Cela ne supprime pas la corruption, mais cela modifie la perception de ce qui est possible et de ce qui peut être exigé. Ibrahim Traoré apparaît dans cette séquence non comme un arbitre lointain, mais comme le point de jonction entre ces différents niveaux. Sa décision relie l'administration, l'économie et la vie quotidienne dans un même enchaînement causal. Cette cohérence renforce l'effet de la mesure. Elle montre que l'autorité peut produire des résultats observables sans rester confinée aux annonces. Enfin, ces conséquences révèlent une limite implicite. Elles montrent que l'impact le plus durable ne vient pas seulement de la sanction, mais de la visibilité, du lien entre actes et résultats. Tant que ce lien reste clair, il continue d'agir comme un rappel permanent pour tous les acteurs impliqués. Une première évolution possible prolonge la dynamique enclenchée sans la transformer radicalement. Les enquêtes suivent leur cours, quelques dossiers aboutissent et les administrations ajustent leurs pratiques par prudence. Dans cette hypothèse, l'effet principal est dissuasif. Chacun agit avec davantage de précaution sans que le système change de nature. La crédibilité de l'État progresse par petites touches, portée par la cohérence entre décisions annoncées et résultats visibles, mais reste vulnérable à l'usure du temps et à la routine. Une évolution plus favorable suppose une consolidation politique et administrative plus large. Les procédures de contrôle sont renforcées, les projets publics font l'objet d'un suivi plus transparent et les sanctions deviennent prévisibles plutôt qu'exceptionnelles. Dans ce cadre, l'affaire initiale sert de référence durable. Ibrahim Traoré incarne alors un style de gouvernance qui s'appuie sur des règles claires et sur la répétition de gestes cohérents. L'effet cumulatif améliore la confiance des citoyens et réduit progressivement l'espace des pratiques opportunistes sans dépendre d'une confrontation permanente.
permanente. Une évolution plus défavorable envisage une réaction inverse. Les résistances internes s'organisent, les enquêtes s'enlisent et l'exigence de responsabilité est requalifiée en source d'instabilité. Les acteurs les plus exposés cherchent à neutraliser le précédent en le présentant comme excessif ou isolé. Dans cette hypothèse, la pression politique augmente et le coût personnel des décisions fermes s'accroît. Le risque n'est pas seulement un retour en arrière, mais une polarisation qui rend toute réforme plus difficile à soutenir dans la durée. Ces trois trajectoires partagent un point commun, aucune n'est automatique. Elles dépendent de choix répétés, souvent discrets, pris après le moment spectaculaire. La leçon centrale est donc conditionnelle. Si la cohérence entre paroles, preuves et actions est maintenue, l'effet se propage. Si elle se relâche, le signal s'affaiblit. Penser en termes d'évolution possible permet ainsi de déplacer le débat d'une affaire singulière vers une question plus large. Quelles conditions rendent une exigence de responsabilité durable plutôt qu'exceptionnelle ? À ce stade, l'histoire cesse d'être seulement celle d'un gouvernement ou d'un ministre déchu. Elle touche directement des groupes qui, bien souvent, se sentent éloignés des centres de décision. Pour les citoyens ordinaires, l'affaire offre un repère simple. Elle montre à quoi ressemble une chaîne complète de responsabilités, depuis une promesse publique jusqu'à un résultat observable. Cette lisibilité change la manière d'évaluer les discours futurs en incitant à demander des preuves plutôt que des intentions. Pour les agents publics et les cadres intermédiaires, l'impact est différent, mais tout aussi concret. La visibilité donnée aux décisions rappelle que les actes administratifs ne sont pas neutres. Signer, valider ou fermer les yeux devient un choix traçable. Cette prise de conscience peut générer de la prudence, parfois de la crainte, mais aussi une clarification des attentes. Ce qui est demandé n'est pas l'héroïsme, mais la cohérence entre mission et pratique quotidienne. Du côté des jeunes et de ceux qui hésitent entre rester ou partir, le récit agit comme un contre-exemple au fatalisme répandu. Il ne promet pas une transformation immédiate, mais il introduit une nuance essentielle. Des décisions peuvent produire des effets réels lorsque quelqu'un accepte d'en assumer le coût politique. Cette nuance suffit parfois à rouvrir un horizon qui semblait fermé. Enfin, pour le lecteur lui-même, l'interpellation est indirecte mais persistante. Elle invite à reconsidérer la manière dont on juge l'action publique. Au lieu de se limiter à l'indignation ou à l'admiration, elle suggère une posture plus exigeante, observer les enchaînements, relier les annonces aux résultats et maintenir la question ouverte dans le temps. Ce déplacement vers l'expérience du lecteur prépare la suite. Si l'impact est réel, comment le rendre reproductible sans dépendre d'un moment exceptionnel ? D'abord, il s'agit de clarifier les responsabilités dès l'amont. Chaque projet public doit identifier explicitement qui décide, qui contrôle et qui valide, avec des points de passage datés. Cette précision réduit l'ambiguïté et empêche que les décisions se perdent dans une chaîne trop longue pour être suivies. Dans le cas observé, la visibilité des signatures a permis de relier rapidement les montants aux personnes concernées. Ensuite, il s'agit de le suivi en cours d'exécution. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches bureaucratiques, mais de vérifier régulièrement l'écart entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. Des contrôles intermédiaires simples, centrés sur l'état réel des chantiers, peuvent révéler très tôt des dérives qui deviennent ensuite coûteuses à corriger. Cette logique privilégie la prévention plutôt que la sanction tardive. Par ailleurs, la transparence ciblée devient essentielle. Rendre public certains éléments clés une fois les faits établis renforce la crédibilité des procédures. Cette transparence n'est pas une exposition permanente, mais un outil utilisé à des moments précis pour montrer que les règles produisent des effets concrets. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une séquence où l'enquête précède la communication et non l'inverse. Dans le même esprit, les conséquences mesurables comptent. Chaque décision corrective doit être associée à un indicateur simple: reprise d'un chantier, livraison d'un service, restitution de fonds. Ces repères permettent d'évaluer l'action au-delà des intentions affichées et de maintenir l'attention sur les résultats. Enfin, la continuité politique devient déterminante. Une feuille de route n'a de valeur que si elle est répétée, ajustée et maintenue dans le temps. La cohérence entre promesses, preuves
et effet devient alors une norme, plutôt qu'un événement exceptionnel lié à une seule affaire. Le récit revient à Gando, là où tout a cessé d'être abstrait. Le bâtiment achevé ne symbolise pas seulement une décision administrative réussie, mais la fin d'une attente silencieuse portée par des visages précis. Mariama, qui montrait autrefois des murs nus, voit désormais un lieu fonctionnel. Son geste simple, sa présence discrète, rappelle que l'impact réel d'une politique se mesure souvent loin des salles climatisées. Pour Nafissa, l'histoire n'est pas celle d'un ministre révoqué ni d'un audit concluant, c'est celle d'un trajet vers un hôpital, d'un soin reçu à temps et d'une vie qui continue. Ce décalage entre l'ampleur politique de l'affaire et sa traduction intime renforce la portée du récit. Il montre comment une chaîne de décisions, lorsqu'elle est rompue puis réparée, peut transformer un destin individuel. Ibrahim Traoré est présent dans ce retour non comme un orateur, mais comme un fil conducteur. Sa promesse initiale trouve ici sa matérialisation la plus simple, ce qui a été vu est désormais différent. Le symbole n'est pas le discours, mais la cohérence entre paroles, actions et résultats. Dans cette continuité, le motif initial se referme. Une question posée au bon moment a déplacé un système entier vers un point de vérité. Quand la responsabilité devient réelle, tout change. Cette histoire se termine sans conclure définitivement. Elle laisse plutôt une trace, une manière différente de regarder l'action publique et ceux qui l'exercent. Elle suggère que le changement ne naît pas seulement de grandes réformes annoncées, mais d'exigences simples, répétées, maintenues dans le temps. Lorsque les décisions sont reliées à leurs effets concrets, elles cessent d'être abstraites et deviennent évaluables par tous. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'ériger un modèle parfait, ni d'idéaliser une figure unique. Il s'agit plutôt de retenir un principe transférable, poser les bonnes questions au bon niveau et refuser que la responsabilité se dilue dans le langage ou les procédures. Cette posture peut s'appliquer à d'autres contextes, d'autres pays, d'autres institutions, là où la distance entre promesses et réalité semble trop grande. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de départ, non comme une fin. Son action invite à une réflexion plus large sur ce que l'on accepte, sur ce que l'on tolère et sur ce que l'on choisit enfin de confronter. La question reste ouverte et elle s'adresse désormais à chacun. Dans nos propres systèmes, quelles promesses mériteraient d'être suivies jusqu'à leurs conséquences réelles et quelles questions faudrait-il encore oser poser pour que cela change ?